La nuit, comme je l'ai dit, était si pure, si transparente et si parfumée, que les voyageurs, pour jouir de douces émanations de l'air, avaient abaissé la capote de la calèche. Ils étaient deux, un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme, enveloppée dans un grand châle ou dans un manteau, et la tête renversée en arrière sur le bras du jeune homme qui la soutenait. En ce moment, le postillon sortit avec une lumière pour allumer les lanternes de la voiture. Un rayon de clarté passa sur la figure des voyageurs, et je reconnus Alfred de Nerval et Pauline. Toujours lui, et toujours elle. Il semblait qu'une puissance plus intelligente que le hasard nous poussait à la rencontre les uns des autres. Toujours elle, mais si changée encore depuis Pfeffer, si pâle, si mourante que ce n'était plus qu'une ombre. Et cependant ses traits flétris rappelèrent encore à mon esprit cette vague image de femme qui dormait au fond de ma mémoire, et qui, à chacune de ses apparitions, montait à sa surface, et glissait sur ma pensée comme sur le brouillard d'une rêverie d'océan. J'étais tout près d'appeler Alfred, mais je me rappelais combien sa compagne désirait ne pas être vue. Et pourtant, un sentiment de si mélancolique pitié m'entraînait vers elle, que je voulus qu'elle sût, du moins que quelqu'un priait pour son âme, pour que son âme tremblante et prête à s'envoler n'abandonnât pas sitôt avant l'heure le corps gracieux qu'elle animait. Je pris une carte de visite dans ma poche, j'écrivis au dos avec mon crayon « Dieu garde les voyageurs, console les affligés et guérisse les souffrants ». Je mis la carte au milieu des branches d'oranger, de myrte et de roses que j'avais cueillies, et je laissai tomber le bouquet dans la voiture. Au même instant, le postillon repartit, mais pas si rapidement que je n'ai eu le temps de voir Alfred se pencher en dehors de la voiture afin d'approcher ma carte de la lumière. Alors il se retourna de mon côté, me fit un signe de la main, et la calèche disparut à l'angle de la route. Le bruit de la voiture s'éloigna, mais sans être interrompu cette fois par le chant du rossignol. J'eus beau me tourner du côté du buisson et rester 1 heure encore sur la terrasse, j'attendis vainement. Alors une pensée profondément triste me prit. Je me figurais que cet oiseau qui avait chanté, c'était l'âme de la jeune fille, qui avait dit son cantique d'adieu à la terre, et que, puisqu'il ne chantait plus, c'est qu'elle était déjà remontée au ciel. La situation ravissante de l'auberge, placée entre les arbres qui finissent et l'Italie qui commence, ce spectacle calme et en même temps animé du lac Majeur avec ses 3 îles, dont l'une est un jardin, l'autre un village et la 3e un palais, ces premières neiges de l'hiver qui couvraient les montagnes et ces dernières chaleurs de l'automne qui venaient de la Méditerranée, tout cela me retint 8 jours à Baveno. Puis je partis pour Arona et d'Arona pour Sesto Calende. Là m'attendait un dernier souvenir de Pauline. Là, l'étoile que j'avais vue filer à travers le ciel s'était éteinte. Là, ce pied si léger, au bord du précipice, avait heurté la tombe. Et jeunesse usée, beauté flétrie, cœur brisé, tout s'était englouti sous une pierre, voile du sépulcre, qui, fermé aussi mystérieusement sur ce cadavre que le voile de la vie avait été tiré sur le visage, n'avait laissé pour tout renseignement à la curiosité du monde que le prénom de Pauline. J'allais voir cette tombe. Au contraire des tombes italiennes, qui sont dans les églises, celle-ci s'élevait dans un charmant jardin. Au haut d'une colline boisée, sur le versant qui regardait et dominait le lac. C'était le soir. La pierre commençait à blanchir au rayon de la lune. Je m'assis près d'elle, forçant ma pensée à ressaisir tout ce qu'elle avait de souvenirs épars et flottants de cette jeune femme. Mais, cette fois encore, ma mémoire fut rebelle. Je ne pus réunir que des vapeurs sans forme, et non une statue aux contours arrêtés. Et je renonçai à pénétrer ce mystère jusqu'au jour où je retrouverai Alfred de Nerval. On comprendra facilement maintenant combien son apparition inattendue, au moment où je songeais le moins à lui, vint frapper tout à la fois mon esprit, mon cœur et mon imagination d'idées nouvelles.
En un instant, je revis tout. Cette barque qui m'échappait sur le lac, ce pont souterrain, pareil à un vestibule de l'enfer, où les voyageurs semblent des ombres, cette petite auberge de Bavéno, au pied de laquelle était passée la voiture mortuaire. Puis enfin cette pierre blanchissante, où, au rayon de la lune, glissant entre les branches des orangers et des lauriers roses, on peut lire pour toute épitaphe le prénom de cette femme, morte si jeune et probablement si malheureuse. Aussi m'élançai-je vers Alfred comme un homme enfermé depuis longtemps dans un souterrain s'élance à la lumière qui entre par une porte que l'on ouvre. Il sourit tristement en me tendant la main, comme pour me dire qu'il me comprenait. Et ce fut alors moi qui fis un mouvement en arrière et qui me repliai en quelque sorte sur moi-même, afin qu'Alfred, vieil ami de 15 ans, ne prit pas pour un simple mouvement de curiosité le sentiment qui m'avait poussé au-devant de lui. Il entra. C'était un des bons élèves de Grisier, et cependant, depuis près de 3 ans, il n'avait point paru à la salle d'armes. La dernière fois qu'il y était venu, il avait un duel pour le lendemain, et ne sachant encore à quelle arme il se battrait, il venait, à tout hasard, se refaire la main avec le maître. Depuis ce temps, Grisier ne l'avait pas revu. Il avait entendu dire seulement qu'il avait quitté la France et habité Londres. Grisier, qui tient à la réputation de ses élèves autant qu'à la sienne, n'eut pas plutôt échangé avec lui les compliments d'usage qu'il lui mit un fleuret dans la main. Lui choisit parmi nous un adversaire de sa force, c'était, je m'en souviens, ce pauvre l'abattu, qui partait pour l'Italie, et qui lui aussi allait trouver à Pise une tombe ignorée et solitaire. À la 3e passe, le fleuret de l'abattu rencontra la poignée de l'arme de son adversaire, et se brisant à 2 pouces au-dessus du bouton, il alla, en passant à travers la garde, déchirer la manche de sa chemise qui se teignit de sang. L'abattu jeta aussitôt son fleuret. Il croyait, comme nous, Alfred sérieusement blessé. Heureusement, ce n'était rien qu'une égratignure. Mais en relevant la manche de sa chemise, Alfred nous découvrit une autre cicatrice, qui avait dû être plus sérieuse. Une balle de pistolet lui avait traversé les chairs de l'épaule. « Tiens !» lui dit Grisier avec étonnement. « Je ne vous savais pas cette blessure !» C'est que Grisier nous connaissait tous, comme une nourrice son enfant. Pas un de ses élèves n'avait une piqûre sur le corps dont il ne sût la date et la cause. Il écrirait une histoire amoureuse bien amusante et bien scandaleuse. J'en suis sûre s'il voulait raconter celle des coups d'épée dont il sait les antécédents. Mais cela ferait trop de bruit dans les alcôves et, par contre-coup, trop de tort à son établissement. Il en fera des mémoires posthumes. « C'est, lui répondit Alfred, que je l'ai reçu le lendemain du jour où je suis venu faire assaut avec vous. Et que le jour où je l'ai reçu, je suis parti pour l'Angleterre. Je vous avais bien dit de ne pas vous battre au pistolet. Tel général, l'épée est l'arme du brave et du gentilhomme. L'épée est la relique la plus précieuse que l'histoire conserve des grands hommes qui ont illustré la patrie. On dit l'épée de Charlemagne, l'épée de Bayard, l'épée de Napoléon. Qui est-ce qui a jamais parlé de leur pistolet ? Le pistolet est l'arme du brigand. C'est le pistolet sous la gorge qu'on fait saigner de fausses lettres de change. C'est le pistolet à la main qu'on arrête une diligence au coin d'un bois. C'est avec un pistolet que le banqueroutier se brûle la cervelle. Le pistolet ? Fi donc ! L'épée, à la bonne heure ! C'est la compagne, c'est la confidente, c'est l'amie de l'homme. Elle garde son honneur ou elle le venge. Eh bien, mais avec cette conviction, répondit en souriant Alfred. Comment vous êtes-vous battu il y a 2 ans au pistolet ? Moi, c'est autre chose. Je dois me battre à tout ce qu'on veut. Je suis maître d'armes. Et puis, il y a des circonstances où l'on ne peut pas refuser les conditions qu'on vous impose. Eh bien, je me suis trouvé dans une de ces circonstances, mon cher Grisier. Et vous voyez que je ne m'en suis pas mal tiré. Oui, avec une balle dans l'épaule. Cela valait toujours mieux qu'une balle dans le cœur. Et peut-on savoir la cause de ce duel ? Pardonnez-moi, mon cher Grisier, mais toute cette histoire est encore un secret. Plus tard, vous la connaîtrez. Pauline ? lui dis-je tout bas. Oui, me répondit-il. Nous la connaîtrons ? Bien sûr ? dit Grisier. Bien sûr, reprit Alfred.
Et la preuve, c'est que j'emmène souper Alexandre et que je la lui raconterai ce soir. De sorte qu'un beau jour, lorsqu'il n'y aura plus d'inconvénients à ce qu'elle paraisse, vous la trouverez dans quelques volumes intitulés Conte brun ou Conte bleu. Prenez donc patience jusque-là. Force fut donc à Grisier de se résigner. Alfred m'emmena souper comme il me l'avait offert et me raconta l'histoire de Pauline. Aujourd'hui, le seul inconvénient qui exista à sa publication a disparu. La mère de Pauline est morte, et avec elle s'est éteinte la famille et le nom de cette malheureuse enfant, dont les aventures semblent empruntées à une époque ou à une localité bien étrangère à celle où nous vivons.